sortir de sa bulle, partager. C'est maintenant ou jamais, ça peut faire des émules, qui sait. Des milliards de cellules reliées, maintenant comme jamais, pour que plus rien ne brûle après. Unifier les âmes qui errent, c'est maintenant ou jamais, pour apprendre des drames d'hier. Bonjour Christian. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, là il fait beau. Il fait beau, on est dans un cadre verdoyant, pleine nature, très agréable. Mais pour parler, on va tâcher de parler vraiment vérité, on va parler cohérence, puisqu'on est dans la nature, on entend là, les oiseaux. On va essayer de parler de cohérence, de trouver une cohérence dans tout ça. Vous êtes un jeune retraité apparemment? Oui, depuis le mois de mars dernier. D'accord. Je suis très heureux, même si je vais continuer à collaborer à des projets de recherche. Et bien sûr, je vais continuer à dire la vérité sur les domaines scientifiques et médicaux que je connais. D'accord. J'avais déjà commencé avec la maladie de Lyme il y a quelques années, qui était une grande imposture médicale qui continue à nuire à des millions de malades dans le monde. Et là, je continue à parler du Covid. Donc vous avez écrit un livre sur la maladie de Lyme? Oui, La vérité sur la maladie de Lyme aux éditions Odile Jacob, qui était traduit en anglais, qui s'appelle Crypto-infection, Crypto-infection, les infections cachées, aux éditions Hammersmith voilà. À Londres. Et 2 livres sur le Covid. Et 2 livres sur le Covid. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Voilà. Et décidément, ils n'ont toujours rien compris. Les 2 livres chez Albin Michel. Très bien. Alors on mettra les liens vers ces listes en description de la vidéo. Alors Christian, je tiens quand même déjà tout d'abord à prendre le temps de vous présenter. Parce que c'est vrai que par les temps qui courent, on a tendance, je trouve, à vraiment faire penser les gens à l'envers. Alors Christian Perronne, donc médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, donc ancien directeur adjoint du Centre national de référence de la tuberculose à l'Institut Pasteur de Paris, cofondateur et ancien président de la Fédération française d'infectiologie et ancien président du groupe consultatif national sur la vaccination, ancien membre du conseil scientifique de l'Institut de recherche en microbiologie et maladies infectieuses, ancien président de groupe de travail à l'agence de médicaments, l'ANSM, il y en a encore 2, ancien président de la commission spécialisée maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique, donc c'est une instance française chargée d'apporter une aide à la décision au ministre de la Santé. Vous avez quand même occupé des postes très importants. Avant-dernier poste, ancien vice-président à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS, donc ancien vice-président, donc du groupe étage d'experts pour la vaccination de la grande Europe, c'est-à-dire même les pays de l'Est, la Russie, la Turquie, etc. Donc là, on ne peut pas dire que vous êtes un anti-vax, j'ai plutôt tendance à dire que vous êtes un pro-vax, et un grand spécialiste. Je me suis toujours battu pour la vaccination et je me suis battu pour la santé publique. Je faisais ça à mi-temps parce que j'avais mon service, je m'occupais de malades et j'avais la direction d'un service de maladies infectieuses à l'hôpital de Garches, qui est un hôpital universitaire, là, il y avait l'enseignement. Et en plus, j'ai travaillé effectivement dans toutes ces commissions et pendant 15 ans, j'ai conseiller des différents ministères de droite et de gauche pour gérer les épidémies, pour les aider dans la politique vaccinale. Donc les épidémies, ça me connaît, quoi. Exactement. Et il y avait un dernier poste aussi que vous avez occupé, c'était ancien président du collège des professeurs de maladies infectieuses. Voilà. À l'époque, les collègues m'aimaient bien, ils me lisaient régulièrement. Et ils sont au pouvoir, c'est pour certains maintenant. Il y en a, oui, qui maintenant travaillent avec les autorités. Mais bon. Ouais, d'accord. Bon. Très bien. Bon, donc au niveau de votre carrière, je pense que vous êtes crédible par rapport à votre position sur le Covid. Je pense que là, vous avez suffisamment de... Et c'est étonnant parce que subitement, avant, vous êtes une référence scientifique internationale, mais subitement, il y a 2 ans, vous devenez paranoïaque et vous perdez la raison en fin de compte. Quasiment, on m'a traité de charlatan. Charlatan aussi. Voilà. Alors, c'est drôle parce qu'en même temps, Alexandra Orion-Claude, qui est une généticienne connue et respectée, pareil, hein, en même temps, elle est devenue paranoïaque, voilà, et aussi
côté charlatan aussi. Luc Montagnier, qui est un des rares prix Nobel, pareil, hein, subitement, la même foudre l'a frappé. Et on a aussi Didier Raoult, hein, qui dirige le plus grand centre d'infectiologie français et un des plus grands d'Europe, et c'est même lui qui l'a créé, et aussi hein, subitement frappé par cette même foudre, donc il a perdu la tête et c'est devenu un charlatan. Et on a aussi l'ancien vice-président de Pfizer, pareil, Mike Yeadon, qui est ancien directeur scientifique de Pfizer, qui aussi, à l'entrée du Covid, et lui il dit il faut tout arrêter, etc., va devenir aussi fou. Donc, et puis on a aussi le professeur Robert Malone, qui est le pionnier de l'ARN messager, un grand professeur américain. Donc tous, là, vous êtes frappés par la même foudre, vous devenez subitement fou, vous êtes jusqu'au Covid des références internationales avec des CV à tomber par terre, mais vous souffrez de folie ou je ne sais quoi. Professeur, est-ce que vous pourriez maintenant nous parler donc de ce que vous avez vécu vous sur le terrain avec cette arrivée du Covid? Parce que dès le début, vous écrivez un livre parce que vous voyez des incohérences. On parle de cohérence. Oui, mon premier livre est sorti début juin 2020, donc juste après la première vague qui avait commencé en France en mars 2020. Et dès le début, j'ai vu que ça n'allait pas parce que toutes les décisions prises étaient complètement folles ou à contresens. Même par exemple, qu'est-ce qui je vais vous donner des exemples, mais je veux dire une chose dont je suis fier, c'est que depuis mars 2020, où je suis allé dans les télévisions, à l'époque j'étais invité encore dans les grandes télévisions, j'ai jamais changé de discours une seule fois. Contrairement à certains experts qui un coup vont à droite, un coup vont à gauche, moi je n'ai jamais changé parce que je sais que je suis dans la vérité et tout ce que j'ai dit, d'ailleurs tout ce que j'ai écrit dans mes livres a été prouvé. On n'a jamais pu m'attaquer. Vous n'avez aucune attaque en diffamation? Rien, aucune. Parce que tout ce que j'ai dit depuis 2 ans et demi a été prouvé, même si je l'ai dit à l'avance, j'étais un peu Madame Soleil quelquefois, mais a posteriori, je me dis, mais j'ai dit ça il y a 1 an, mais ce que j'avais prédit arrive aujourd'hui. Mais ça, comme preuve sur le terrain, j'ai une amie qui travaille à France Télévisions, elle me disait, mais avant Christian Perron, on lui courait derrière, les journalistes. Aujourd'hui, il y a cette histoire. Moi, j'ai travaillé avec les journalistes de la télévision, des journaux depuis plus de 30 ans, parce que ils m'aimaient bien, j'étais invité, je disais pas trop de bêtises quand il fallait parler de choses sérieuses dans la gestion des maladies infectieuses. Et subitement, c'était quand même influencé par les autorités parce que c'était un message du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui était public, c'est pour ça que je peux en parler, qui a dit ne faut plus inviter Perron sur les plateaux, il faut lui mettre des solides contradicteurs en face parce que on n'acceptait plus une parole qui remettait en cause des décisions qui étaient complètement folles et qui ne reposaient sur aucune donnée scientifique. Et c'est vrai que j'avais entendu des gens dire mais cette histoire elle est religieuse parce qu'il y a que dans la religion on ne peut absolument pas contester les choses, le texte il est comme ça, on ne le change pas, et là on a l'impression que toutes les personnes comme vous, des scientifiques qui sont des lanceurs d'alerte et non pas des complotistes mais des lanceurs d'alerte, subitement deviennent en fin de compte des gens à ne surtout pas écouter. Mais je suis très fier d'avoir été élu ou nommé par la presse ou certains médias le chef des complotistes. Parce que les complotistes sont ceux qui dénoncent les comploteurs. Et moi, ça m'a sauté aux yeux dès le début qu'il y avait un grand complot mondial. Je l'ai dénoncé, on m'a traité de complotiste, j'en suis fier, je l'assume. Et je pense que les Français reconnaîtront que les complotistes, en fait, ce sont ceux qui ont raison bien avant tout le monde, les complotistes. Bien sûr, mais même pendant la guerre, on traitait, il ne faut pas faire de l'arbitrage de la guerre, on traitait les résistants de terroristes. Le pouvoir appelait les résistants terroristes. Donc Jean Moulin, il ne se trimballait pas comme ça à boire des cafés à Saint-Germain-des-Prés. Et il se cachait. Et aujourd'hui, ce sont des héros. On a des lycées, Jean Moulin, etc. Donc, de toute façon, la personne qui s'oppose à un système en place, de toute façon, est un danger. Donc, bon, on va pas... moi, j'aimerais qu'on parle plus de ce que vous avez vécu sur le terrain, parce que moi, ce qui m'a vraiment interpellé chez vous la première fois, c'est que vous avez été un des premiers à dire, mais attention, j'ai le sentiment vraiment, avec des preuves sur le terrain, vous avez vu qu'il y avait des faux cas de Covid, qu'il y avait comme quelque chose qui augmentait les... Alors ça, c'était pas au tout début, parce que la première vague, il n'y avait pas encore de test PCR. Oui. Les tests diagnostiques, là, on vous ramène le nez avec la rideau, là, pour démolir la base du cerveau. Donc les diagnostics étaient cliniques.
C'est-à-dire que le médecin disait, a priori, c'est un tableau de Covid. Il y avait des images radiologiques au scanner des poumons qui étaient assez caractéristiques. Et surtout, ce qui était très nouveau par rapport au syndrome grippaux habituel, c'est la perte du goût et de l'odorat, qui était exceptionnel dans la grippe et qui là était très fréquent. Donc quand on avait déjà tous ces signes cliniques, ça ne pouvait pas être autre chose qu'un Covid. Donc déjà le médecin faisait son diagnostic clinique et radiologique. Après, courant avril, quand l'épidémie commençait à gonfler, les premiers tests PCR sont arrivés, mais ils étaient réservés aux hôpitaux. Donc ils servaient pour le médecin hospitalier à confirmer un cas. Alors ils n'étaient pas toujours positifs, même devant un Covid évident, il y avait des tests négatifs parce que ces tests ne sont jamais parfaits. Bon, c'était comme ça une petite aide au diagnostic. Et du coup, à l'époque, jusqu'à fin juin, l'été 2020, le nombre de cas diagnostiqués par les médecins était fiable. On avait affaire à un vrai nombre de cas. D'accord. Après, où ça a déliré totalement, c'est qu'il y a des experts, alors c'est parti d'Allemagne et puis ça a dérivé avec tous les experts du monde entier. On a dit qu'il fallait faire des tests PCR à tout le monde, en population générale, en dépistage. Si votre voisin éternue, vous devez faire une PCR. S'il y a un cas de Covid diagnostiqué, tout l'entourage doit faire la PCR. Vous n'avez pas le droit de retravailler, de retourner à l'école. Et ça a été un délire scientifique total parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais la PCR, c'est pour amplifier des millions de fois un fragment de virus. On ne peut pas isoler comme ça facilement. Mais on n'a pas le droit de faire des PCR en dépistage de masse chez des gens qui n'ont aucun symptôme. C'est un non-sens parce qu'une PCR génère toujours des faux positifs. C'est-à-dire que ce n'est pas un test parfait. Elle va générer des cas qui vont être déclarés positifs alors qu'il n'y a pas de virus. Mais j'avais lu, je ne sais pas si c'est une fausse information, que le créateur du PCR avait dit que c'était surtout pas à utiliser en cas d'épidémie. Ah oui, bien sûr. C'était Kary Mullis, je crois, qui a eu le prix Nobel en Californie et qui est mort malheureusement juste avant l'épidémie de Covid. Mais il l'avait dit, bien sûr. Parce que quelquefois, il était un petit peu scandalisé par les dérives de la PCR où les gens faisaient des dépistages de tout et n'importe quoi. Donc voilà, continuer à utiliser la PCR à bon escient pour conforter des cas, si le diagnostic n'était pas évident, il y avait une logique. Mais faire de la PCR comme ça, en plus l'exiger pour aller dans un train, rentrer à l'école, et ça a en plus généré des fausses épidémies. Parce que l'épidémie, elle existe toujours. Je ne suis pas un dénégateur. Le virus a existé, même si maintenant on sait qu'il a été fabriqué. Bon, il a circulé, il a muté. Donc pour beaucoup. vous, c'est clair, c'est un virus qui sort d'un laboratoire. Moi, je ne connais pas un seul virologue sérieux qui dise le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui. Au début, c'était une théorie complotiste, mais maintenant, c'est... Je ne suis pas compétent, je n'ai pas vérifié moi-même, mais quand on regarde, ça semblait évident que ça n'allait pas tomber comme ça du pangolin, c'était une histoire inventée. Alors, les variants étaient de moins en moins virulents, mais on nous faisait croire que la prochaine épidémie allait être encore plus terrible que la précédente, et avec des tests PCR souvent positifs chez les gens qui étaient en pleine forme. On a fermé des écoles entières, parce qu'il y avait un gamin ou deux qui avait un test positif, mais quelquefois faussement positif, ils étaient en pleine forme. Du coup, tout le monde a été décrété cas contact, y compris les enseignants. Et comme ça, on a fermé des... Et un jour, le ministre était très fier de dire, on a, je ne sais plus le chiffre exact, mais enfin plus de 1000 écoles fermées. Il était ravi de ces chiffres, ce qui était complètement stupide parce que ça ne représentait pas des malades, ça représentait des gens en pleine forme. C'était des épidémies de tests faussement positifs et pas des épidémies de cas. D'accord. Et c'est pour ça que ça, malheureusement, je pense, ça induit de la perversité dans les statistiques, parce que les médecins, les hôpitaux, quand ils déclaraient un cas de Covid ou un test positif, ils touchaient une rémunération supplémentaire. Alors ça, on m'a dit, mais non, c'est pas possible. Non, mais c'est officiel, il y avait des textes de la Caisse d'assurance maladie avec les tarifs. Voilà, et ça, c'est justifié, quoi. Vous avez un cas Covid, on vous donne une somme pour avoir des infirmières. C'était quoi le... Oui, en théorie, vous avez plus de pression de soins, donc on vous donne plus d'argent. D'accord. Je ne condamne pas ça a priori, mais ça induit un système un peu pervers. Oui. Oui, surtout que les hôpitaux sont de plus en plus... Alors, je ne dis pas qu'il y a beaucoup d'hôpitaux, en fait, de toute façon tout à fait honnête. C'est pas ça que je veux dire. Mais ça a pu faire gonfler les chiffres. Ce qui se passe, c'est que comme on faisait des tests obligatoires à tout le monde, tous les gens qui arrivaient à l'hôpital, mais éventuellement tous les gens qui mouraient aussi, toute personne qui était hospitalisée ou qui mourait avec un test positif était déclarée, la cause de l'hospitalisation était déclarée Covid ou la cause du décès était déclarée Covid. Chez des gens qui n'avaient pas eu du tout le Covid, ils étaient morts d'un infarctus du myocarde et morts d'un cancer. Et là, ils touchaient une somme d'argent.
pas les malades. Mais non, oui, mais l'hôpital. L'hôpital, oui. Mais bon, je ne dis pas que les hôpitaux l'ont fait de façon malveillante, mais c'est un système qui a été mis en place et qui touche de l'argent en plus, je m'en moque, c'est pas mon problème. Mais ce qui m'a choqué, c'est que ça a gonflé les chiffres de l'épidémie, ça a gonflé les chiffres des morts, parce que beaucoup de morts ne sont pas morts du Covid, mais sont morts d'un test positif, avec un test positif Covid. Et puis il y a eu, dans les morts, il ne faut pas oublier tous les gens qui n'ont pas eu accès aux soins, parce qu'on a fermé des secteurs entiers d'activité pendant des mois, la chirurgie, la cancérologie, les soins d'urgence cardiaque si on fait un infarctus, et les gens n'avaient plus accès aux soins. Et il y a eu des morts à cause de ça. Et alors donc, arrive le vaccin. Mais vous êtes un des premiers à dire, mais non, mais ce n'est pas un vaccin. Est-ce que vous pouvez nous en retoucher 2 mots ? Alors ça, j'avais écrit une lettre publique, c'était vers la fin 2020, d'ailleurs après qu'elle a été traduite en anglais. Parce que vous êtes quand même un spécialisé vaccin, là vous avez beaucoup à dire. Moi j'ai dit, attention, c'est une technologie tout à fait nouvelle, qu'on n'a jamais utilisée. Moi j'entends dire, mais si l'ARN, on l'utilise depuis 30 ans. Non. Il y a eu quelques essais sur des tout petits nombres de malades cancéreux avec des thérapies géniques, mais d'ailleurs quelquefois il y a eu certains succès qui ont été publiés, mais ce n'est pas un traitement miracle, sinon tous les gens qui ont des cancers auraient des thérapies géniques depuis 20 ans. C'était expérimental chez quelques personnes. On n'a jamais utilisé de l'ARN messager comme ça de façon massive chez des millions de gens. D'accord. Pour vous c'est tout nouveau, c'est expérimental. C'est une grande première. Et en plus, les autorités reconnaissent elles-mêmes, même si de temps en temps elles disent non, mais c'est pas expérimental, tout est sûr. On est toujours en phase expérimentale. Mais oui, parce que la pharmacovigilance se termine quand de 2023 l'année prochaine, je ne sais plus trop la date. Mais on est toujours dans ce qui s'appelle la phase 3 en pharmacologie. C'est-à-dire que phase 1, c'est chez l'animal. Phase 2, c'est on regarde un petit peu la dose chez l'homme, quelle est la dose toxique supportable. Et phase 3, c'est l'essai chez des malades. Ou pour un vaccin, ce n'est pas des malades, c'est pour prévenir une maladie avec des volontaires. Et normalement, en phase 3, les gens doivent être volontaires, signer un consentement éclairé, ce qui n'a pas été le cas, avant d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AMM ou la commercialisation. Voilà. Or là, les laboratoires ont obtenu une AMM, donc autorisation de mise sur le marché conditionnelle, alors qu'on est toujours en phase expérimentale, et c'est totalement illégal pour 2 raisons. D'une part, c'est qu'on sait depuis le début de l'épidémie qu'il y a des traitements qui marchent de façon merveilleuse, comme l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, la vitamine D. Maintenant, c'est prouvé par des études sérieuses, ce qu'on appelle les méta-analyses, des analyses qui analysent tout, en comparant les pays. Donc ça, il n'y a plus de doute. Donc, ils n'auraient pas pu avoir cette autorisation de commercialiser leurs produits qu'ils appellent vaccins, qui ne sont pas des vaccins, s'ils avaient reconnu qu'un seul médicament marchait. Et secondo, il est totalement interdit dans les traités nationaux, internationaux, de rendre obligatoire une substance expérimentale. Ça rappelle Nuremberg, ça rappelle les crimes contre l'humanité, c'est formellement interdit par tous les codes. Et pourtant, en enlevant nos libertés, ils y parviennent. Et tout le monde dit que tout va bien. On injecte, Madame la Marquise, des produits expérimentaux dont on ne connaissait rien sur l'efficacité, sur la toxicité. Alors, il y a eu des études sorties dans des grands journaux, mais il y a eu quand même une américaine qui avait balancé dans le British Medical Journal, qui est un journal anglais important, qu'elle avait participé dans une boîte privée aux États-Unis à l'évaluation des vaccins d'un grand fabricant de vaccins, et qu'elle a balancé qu'il y avait des données qui avaient été truquées. Ça, c'est public, c'est pas moi qui le dis. Donc même les données sur le vaccin étaient truquées. Maintenant, il y a le rapport de Pfizer qui est public, où on voit que Pfizer savait déjà que leur vaccin finalement ne marchait presque pas et qu'il avait des effets secondaires graves. Mais vous, quand vous travaillez à l'ONU, là, vous apprenez que l'industrie pharmaceutique fait partie des industries les plus corrompues. Alors, je n'ai pas travaillé à l'ONU, mais j'avais fait une action à l'ONU et à l'OMS avec des collègues internationaux, des scientifiques, pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique. C'est un autre débat. Et c'est là où un rapporteur spécial de l'ONU à Genève m'avait dit, mais Monsieur Perron, il faut que vous sachiez que l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grande cause de corruption au monde, au-dessus de toutes les autres industries. Mais parce que là, on voit bien que ces injections, finalement, on ne peut plus porter plainte contre le laboratoire. Enfin, quand maintenant on porte plainte... Ils ont été rusés parce qu'ils se sont fait immuniser, parce que normalement c'est le vaccin qui devrait immuniser, mais là, ils se sont fait immuniser eux-mêmes contre
contre les plaintes des victimes qui auraient des effets secondaires graves, voire qui mourraient. Là, on ne peut plus porter plainte contre eux, en fait. Parce que les États leur ont accordé une immunité, comme l'immunité diplomatique. Si jamais il y a des effets secondaires et que des familles demandent des indemnités, c'est à l'État de payer. C'est à l'État, mais... Et pas aux fabricants. Et ça, c'est un scandale gigantesque. Mais ça, moi, je trouve ça inquiétant, parce que ça veut dire, du coup, que l'État a tout intérêt à pas référencer les effets secondaires, parce que c'est lui qui va raquer. Donc c'est échec et mat, en fait. De toute façon, déjà, en France, comme dans beaucoup de pays, les médecins souvent ne déclarent pas toujours tous les effets secondaires de tous les médicaments. C'est un peu fastidieux. Oui, c'est long, on m'a dit. Voilà, il faut aller sur le site, c'est long. Il faut rentrer sur des sites, donc ça leur casse un peu les pieds, je dirais, en situation normale. Ils le font pour les cas graves. Là, avec cette inoculation de produits expérimentaux appelés vaccins, on sait qu'il n'y a même pas 10%, même des gens disent 1% des effets secondaires graves qui sont déclarés, y compris pour les morts. Et pourtant, j'avais vu, c'était l'année dernière, il y avait le site de l'ANSM, si c'était l'année dernière, qui avait référencé en 6 mois 900 décès post-injection, et ils avaient référencé en 25 ans 1000 décès, tout vaccin confondu. Et ça, ce chiffre-là a disparu du site. Souvent, les choses qui dérangent disparaissent. Oui, parce que ça voulait dire qu'il y avait autant de morts en 6 mois qu'en 25 ans. On l'a vu sur des bases de données internationales où il y avait des lignes de chiffres qui disparaissaient sous les yeux des gens qui surveillaient ça tous les jours. Voilà, donc on sait maintenant dans les bases de données officielles qu'il y a des dizaines de milliers de morts en Amérique du Nord, en Europe. Ça dérange personne. Je rappelle que quand il y avait eu un vaccin que le président Ford aux États-Unis avait voulu imposer pour la grippe porcine, après, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'était de l'ordre de 25 morts, ils ont arrêté tout. 25, on arrête les frais. Là, il y en avait dizaines de milliers. Bien sûr. On continue, tout va bien, madame. Là, il y a une explosion des infarctus chez les jeunes, chez les moins jeunes, autour de moi. Dès que je parle beaucoup avec les gens, on m'en remonte des effets secondaires, des gens qui subitement, dans les 15 jours qui suivent, vont avoir de la tension, ou alors des infarctus. Autour de moi, il y a des gens qui font depuis la vaccination, pseudo-vaccination, des hypertensions artérielles très sévères alors qu'ils n'avaient jamais eu d'hypertension, qui ont eu des problèmes d'infarctus. Je connais des gens qui sont décédés et j'ai entendu parler aussi autour de moi d'enfants décédés, ou des jeunes de 17-20 ans. Pas des petits-enfants dans mon entourage en tout cas, mais des... Il y avait ce jeune, je ne sais plus comment il s'appelle, ce jeune, un beau jeune homme blond, l'été dernier, qui s'injecte et le soir même décède, et son père met son QR code, fait une vidéo avec le QR code et dit je suis sûr que c'est ça. Et donc tous les médecins plateau s'accordent pour dire que non, c'est une intoxication alimentaire, il y avait une molécule présente dans la cacahuète qu'il a mangée, il est mort de ça. Et moi, je me rappelle, je m'étais fait massacrer sur Facebook parce que j'avais partagé ça. On m'a dit, mais t'es un fou, toi, tu n'as pas confiance, etc. T'es un complotiste et tout. Et en fait, 3 ou 4 mois après, l'autopsie disait qu'il est mort d'une myocardite, je crois. Donc, il n'y avait aucune raison, quoi. À 18 ans... Malheureusement, en France, on fait presque plus d'autopsies, mais dans les pays qui en font, on s'aperçoit que dans beaucoup de cas de décès, il y a une preuve que c'est des thromboses liées au vaccin. Ouais, les thromboses. C'est pour ça qu'AstraZeneca a arrêté, Moderna aussi. Et quand on voit, il y a plus de 1000 sportifs qui sont morts, et les sportifs qui étaient des jeunes en pleine force de l'âge qui s'écroulent sur un terrain de football. C'est quand même des choses horribles. Et puis on voit tous ces pilotes, ces navigants, les hôtesses de l'air, les stewards qui font des problèmes en vol, parce qu'avec la baisse de la pression d'oxygène et puis la baisse de la pression et puis de l'oxygène, ils font des accidents de thrombose en plein vol. Et il y a des avions qui ont été détournés, il y a eu des plaintes en justice aux États-Unis, en France, et les médias n'en parlent pas. D'accord. Il y a des avions qui ont été détournés parce que le pilote n'était pas bien, et on disait que c'est un petit problème technique. Et puis le problème très grave pour les jeunes actuellement, c'est la stérilité. Ces femmes qui ont perdu leurs règles, elles sont des milliers et des milliers. Il y a une association qui a été créée. Et des femmes qui étaient ménopausées, qui retrouvent aussi les règles. Ça, c'est incroyable. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, mais chez les femmes, c'est visible, les règles. Mais nous, on n'a rien de visible. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un moi, effet... je sais que j'ai entendu de la part de certains hommes qui ont eu des douleurs testiculaires après l'inoculation des pseudo-vaccins. Donc, peut-être que, je n'ai pas de données. Là-dessus, on n'a pas de données claires. C'est un problème sur la fertilité, parce que ça, on ne peut pas le voir immédiatement. Mais j'ai quand même vu passer, alors je n'ai pas vérifié les infos, mais qu'il y aurait une baisse de
la quantité de spermatozoïdes chez certaines personnes qui ont reçu les inoculations. Alors encore une fois, l'idée c'est pas de chercher la petite bête, c'est pas d'être un Français râleur, c'est pas l'idée de contester à chaque fois. L'idée c'est de trouver une cohérence dans tout ça. Et moi, comme tout à l'heure on a longuement parlé, je vous disais que c'est vrai que j'aime bien me replonger dans les épisodes de Colombo parce qu'il arrive comme ça sur une scène de crime et on lui donne une narration officielle. On va lui dire voilà, la dame est morte là, sur ce bateau, l'arme elle est là-bas, le monsieur est en prison depuis 2 jours. Et lui regarde ça avec ses yeux, comme vous avez regardé le Covid, et il va dire mais il y a des trucs qui ne sont pas cohérents. Et donc à partir du moment donné où ce n'est pas cohérent, il va chercher les bonnes pièces du puzzle. Et au final, à la fin, et en plus il traite toutes les personnes de toute classe sociale de la même manière, un petit peu comme un mec un peu simplet, mais qui va simplement aller chercher et enquêter. Et au final, eh ben, il décrit la scène claire et complètement cohérente. Et vous, je trouve que, en tous les cas, moi, ce que je vois, quand je vous écoute, avec toutes les personnes que je parle, j'aimerais tellement dire, mais le gouvernement est là pour notre bien, l'industrie, j'aimerais tellement tous les jours, mais je n'ai pas d'arguments qui vont dans ce sens-là. Depuis le début, tout est incohérent. Les masques qui sont utiles. Alors les masques, qu'est-ce que... Ils sont très utiles quand tu es dans la même pièce que quelqu'un qui crache et qui tousse. Parce que ça évite la projection des particules. Le virus, il n'est pas libre dans l'atmosphère, il a des petites particules de sécrétion respiratoire. Donc le masque va faire que vous en inhalez moins. Donc à la fois porté par le malade et la personne qui est dans la même pièce, mais c'est valable en intérieur pour des gens qui ont des symptômes, qui toussent et qui crachent. Ça n'a aucun intérêt dans la nature. Et moi je disais que c'était même dangereux de porter ça à l'extérieur. Ça fait baisser l'oxygène dans le sang, la respiration est utile pour éliminer les déchets. C'est toute la journée on porte un masque sur le nez. On respire ce qu'on rejette en fait. Ses propres déchets. C'est un scandale. Il n'y a aucune étude qui a montré que ça servait à quelque chose. C'est un nid à Alors bactéries. déjà, les masques, et puis quand il n'y en avait pas, ils disaient que ça ne servait à rien. Puis le jour où ils sont arrivés de Chine, c'était obligatoire. Après ça, les tests, on en a parlé, c'était une foutaise qui a créé des épidémies. Pour vous, ça ne sert à rien en extérieur En extérieur, non, les masques, ça ne sert à rien du tout. Les confinements. Alors les confinements, les couvre-feux, tout ça. Prouvé que ça servait à rien. Vous êtes un spécialiste des maladies infectieuses. Regardez, la Suède n'a jamais confiné. Ils n'ont pas eu plus de problèmes et même ils s'en sont mieux sortis parce qu'ils ont facilité l'immunité naturelle plutôt que le vaccin. Et ça, c'est un terme qui a disparu même de l'OMS, l'immunité naturelle. Le port du masque a été étudié dans des études avec tirage au sort au Danemark. Je crois qu'il y en a une à Hong Kong. On a montré que ça ne servait à rien. Donc tout ça, c'est montré que ça ne sert à rien. Et puis quand le gouvernement veut faire peur aux Français, si vous n'êtes pas gentil, on va vous remettre le masque, on va vous reconfiner. Et maintenant, on va vous refaire une 4e dose. Alors, ces pseudo-vaccins, on en a parlé, ça ne sert à rien. Donc, de début à la fin, ils ont pris toutes les mauvaises mesures, d'où le titre de mes livres. Et ça m'affole parce que cette épidémie, si on me confie la gestion, en 3 mois c'est terminé. Il suffit d'isoler les malades, de les traiter. C'est comme ça qu'on gère une épidémie, c'est pas en confinant les gens dans la nature avec des gendarmes qui étaient sur des plages désertes où il y avait 2 personnes qui étaient à 500 mètres, qui étaient en train de marcher les pieds dans l'eau et ils se faisaient arrêter avec 135 € d'amende parce qu'ils n'avaient pas le masque, ils n'avaient même pas le droit de sortir sur la plage. On est tombé dans un délire total et ce qui m'a fait de la peine, c'est que les Français se sont laissés manipuler par les médias. Et je crois que les médias ont joué un rôle colossal autant que les politiques. C'est incroyable. S'il n'y avait pas les médias, l'épidémie serait terminée depuis longtemps. Et les Français ont tout gobé, on leur a fait peur. C'est la technique qu'ont utilisé les nazis, c'est de faire peur. Mais même le dressage, un animal, on le dresse par la peur. Au début, on peut même le taper avec un bâton, et ensuite, il y a juste à montrer le bâton parce qu'il a peur, et c'est comme ça qu'on le fait assis, couché, debout. Là, les gens sont maintenus par la peur, moi, c'est ce que je ressens. Mais encore une fois, j'aimerais tellement me dire que tout ça, c'est pour notre bien, que c'est la baguette magique, qu'on devrait tous l'avoir, et il n'y a rien de tout ça, parce que autour de moi, j'ai plus de malades qui sont injectés que de personnes non injectées. Maintenant, il y a plus d'injectés que de non injectés. Ça dépend des pays, parce que les pays qui n'ont pas inoculé les pseudo-vaccins, l'épidémie est terminée, il n'y a plus de morts depuis longtemps. Oui, c'est que nous non plus, il n'y a plus de morts. Donc ces produits qu'ils ont appelés vaccins, c'est en fait des facilitateurs du virus qui permettent d'entretenir l'épidémie. Parce que si on arrête ces campagnes de vaccination, l'épidémie s'arrête, parce que les virus sont de moins en moins virulents. D'accord. Voilà. Mais alors, par rapport à ça, 2 choses, le Lancet Gates et le Remdesivir, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que cette affaire du Lancet Gates? C'était au tout début. Dès le début mars 2020, alors que l'épidémie démarrait tout juste en France, des experts à la télévision ont dit on a un médicament miracle, le Remdesivir, ils avaient fait une tentative d'utilisation avec Ebola, ça n'avait pas bien marché.
Mais ça, c'est un médicament pour les maladies infectieuses. Ça a été créé au départ par l'industrie nucléaire, parce que c'est un agent mutagène qui crée des mutations. Qui crée... Et ça n'avait pas vraiment été testé dans le Covid. Alors je ne sais pas pourquoi d'emblée des experts ont dit tiens, on a le traitement miracle du Covid, il n'y avait pas eu de grosse étude chez l'homme. Mais apparemment, c'est 1 000 € la dose par contre. Ah oui, là, alors que l'hydroxychloroquine, ça coûtait en un. plus, c'était en perfusion intraveineuse, donc compliqué à administrer. Bon, il y a des médecins qui ont voulu l'administrer à des formes sévères. C'est une catastrophe parce que moi j'étais en relation avec des services de réanimation parisiens, des premiers services qu'il a utilisés, et un des médecins de la réanimation m'a dit oh là là, ce produit c'est difficile parce que la moitié de leurs malades à qui il avait injecté faisaient des insuffisances rénales sévères. Oui, ça a un déséquilibre grave sur les. Il y avait un rapport officiel du Haut Conseil de la Santé publique, on avait obtenu la version claire parce qu'elle était toute noircie, données confidentielles Gilead, qui montrait que le gouvernement savait très bien dès le mois d'avril que c'était toxique pour le foie. Pour le foie aussi. Ils ont continué à le recommander. Et l'État en a acheté pour 1 milliard d'euros. Oui, alors après, comme ils ont vu que les médecins ne voulaient plus en donner parce que les médecins voyaient les dégâts sur les malades, on en a fait cadeau aux Indiens et ça a aggravé l'épidémie en Inde. Si ça participe à la mutation des virus. Dans les États qui avaient vacciné, arrêté l'ivermectine. Maintenant, l'Inde, heureusement, le gouvernement fédéral indien a bien repris les choses en main, a arrêté toute vaccination, ivermectine pour tout le monde. Antibiotiques, vitamine D, et à l'épidémie, il n'y a plus de morts en Inde. C'est 1,4 milliard d'individus, c'est réglé. Donc voilà, il faut comparer. Mais c'est surréaliste parce que je vois en France obligation vaccinale, pseudo-vaccin comme vous dites, pour tout le personnel soignant. En Belgique, non. Ça n'a jamais été obligatoire. Les soignants ne sont pas vaccinés spécialement. La France avec le Canada et puis un peu l'Italie, c'était les pays les pires en termes, et l'Australie. Mais je crois que le pays le plus injecté, c'est les États-Unis. Après, c'est la France. On n'est pas loin derrière. En nombre d'injections ? Ouais. Bon, c'est pas trop. En pourcentage, je veux dire. Bon. Ok, très bien. Alors, j'avais pris des petites notes aussi, je vais regarder. Alors oui, quand même, l'histoire du Lancet Gate, c'était quand même surréaliste, donc c'est cette revue. Le Lancet, c'est un grand journal médical qui est le numéro 2 dans le rang des journaux médicaux internationaux, avait publié, donc je crois que c'était au mois d'avril 2020, une immense étude sur plus de 90 000 patients qui sortaient du chapeau, comme quoi la chloroquine ne marchait pas et était dangereuse, etc. Donc ça, c'était le traitement proposé par le professeur Raoult. Voilà. Mais avant Raoult, même Anthony Fauci aux États-Unis avait dit il y a plusieurs années que ce serait le traitement d'une épidémie de coronavirus. C'était déjà connu que ça marchait sur des coronas. Même les autorités américaines l'avaient dit, et les Chinois l'avaient dit, ils l'ont utilisé avant les Européens ou les Américains. Donc c'est évident que ça marchait. Maintenant, depuis, on a la confirmation par toutes les publications scientifiques internationales. Donc là, maintenant, il y a des études qui prouvent que oui, sérieux. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les méta-analyses, des analyses qui analysent tout ce qui est publié. Oui. Même si une étude française est en train d'essayer de sortir pour nous faire croire que c'était toxique pour le cœur, alors que c'était le Covid qui était toxique. Donc ça, c'est un fait acté, c'est pas un point de vue, c'est clair, ça fonctionne. Voilà. Après qu'il y a eu des fausses publications, il y en a eu quand même plusieurs. C'est vrai, ou des publics pas toutes fausses, mais certaines biaisées ou qui ne prenaient pas en compte toutes les données. Bon. Donc pour revenir au Lancet, ce grand journal prestigieux écrit un immense article sur plus de 90 000 patients dans tous les pays du monde. Et c'était totalement incroyable parce que moi qui ai participé à des études comme ça internationales, même si tout le monde ne peut pas être dans la liste des auteurs, et même s'ils en mettent 20 ou 30, on met, et pour le groupe d'études, et puis on met le nom des hôpitaux, le nom de tous les médecins qui ont participé, même en tout petit à la fin, en pièce jointe. Et là, il n'y avait rien du tout. Donc on ne sait pas qui avait fait l'étude, dans quel hôpital. Des chiffres énormes. Il y avait le même ça paraît dans le Lancet. Le même taux d'obésité à New York, au Kenya, en Indonésie. Et là, ce qui m'a fait hurler de rire, c'est un peu triste, mais quelques jours après, il y a le gouvernement australien qui dit « Tiens, c'est bizarre parce que dans l'étude du Lancet, ils ont plus de malades inclus dans l'étude que le nombre total de malades qu'on a en Australie. » C'était incohérence totale. Ils ont été obligés d'avouer que c'était frauduleux. Et il y avait une étude précédente dans le New England Journal of Medicine, qui est le numéro 1 des journaux médicaux, qui était déjà frauduleuse. C'était la même équipe. Ils avaient dit que la chloroquine était toxique pour le cœur. Donc ça fait 2... Alors l'autre était plus petite comme étude, mais on ne sort pas 92 000 malades du chapeau en 5 minutes. Parce que moi j'ai fait des études cliniques. Quand c'est international, c'est très très long. Il faut toutes les procédures, il faut des mois pour la mettre en place. Là, en 15 jours, vous avez 90 000 malades. Alors, en fait, toutes les données avaient été totalement fabriquées.
Et c'est là-dessus qu'Olivier Véran, dès le lendemain, a interdit, pas complètement interdit, mais a presque interdit la chloroquine, ou l'hydroxychloroquine, sur la base de cette étude. Et quand 15 jours après, c'est passé dans les médias que l'étude était frauduleuse, il n'est pas revenu sur sa décision. Non, ça a toujours resté interdit. C'est complètement fou. Bah, c'est parce que bon, je sais pas, mais moi j'en déduis que voilà, le forcing est fait avec les injections anti-Covid. On va dire que finalement ça profite à faire plus de Covid. Finalement, j'ai l'impression que c'est ces injections, parce que c'est vrai que moi je vois vraiment tous les gens aujourd'hui qui sont positifs et malades sont désinjectés, quoi. Donc c'est quand même bon. Écoutez, moi c'est mon point de vue en tant que citoyen lambda. Vous êtes un expert de tous ces sujets-là. Merci infiniment pour votre témoignage. Je ne sais pas sur quoi est-ce qu'on pourrait conclure sur cette petite vidéo. Il faut conclure sur une note d'optimisme. Voilà, tout à ça fait. devient tellement ridicule tout ça. Ils sont en train de nous sortir. J'ai lu hier, je n'ai pas vérifié la source qui a lancé ça, qu'un expert français avait dit qu'il y avait un nouveau coronavirus terrible qui arrivait, un nouveau variant, Ouais. qui allait faire 20 000 morts en France. Mais comment est-ce Alors que... qu'on Moi, nous ça me avait fait déjà halluciner de prédire. Dans la science, on peut sait que prédire toutes comme ces ça. prédictions sont farfelues, on l'a vu avec les Ben prédictions anglaises, françaises, Mais oui, de Pasteur, de Suisse et tout ça. À chaque fois, ils Et sont pas plantés. prédiction. Et Ouais. non, mais le but, c'est uniquement de faire peur aux gens. Oui. Parce que depuis que j'ai entendu ça hier, je revois des gens masqués dans la rue. Ça march. Et ça marche à tous les coups, parce que ça passe non-stop à la télévision. Mm. Attention, le nouveau corona arrive, vos vacances, ils veulent pourrir les vacances des gens. Oui. Pour qu'à la rentrée, Tout le monde tout le monde accepte la vaccination. Ils ont déjà commandé des doses pour les enfants, ils ont commandé pour des milliards de doses. Ils ne vont pas arrêter là. Mm. Ils sont dans leur logique. Mm. Donc ils vont tout Dans faire la pour logique nous du faire business, du capitalisme. Ok. Bon, bah très bien. Donc, je suis optimiste parce que je pense que c'est tellement Ça peut gros, pas il y a tenir, tellement quoi. d'infos Ouais. qui sortent de partout que tout ça va se casser la figure. Mais oui, moi j'ai l'impression que c'est le dernier rugissement de la bête. En fin de compte, ils donnent tout. Le mensonge est tenu à coups de milliards, quoi. C'est vraiment phénoménal, quoi. Une cerise sur le gâteau nous a sorti l'autre jour la variole du singe. Alors, j'ai Oui. hurlé de rire parce que. En plus, c'était prévu comme pour le coronavirus. Bill Gates avait investi dans un vaccin de variole en 2019. Ils ont fait une répétition générale mondiale de pandémie variole du singe l'année dernière en disant que ça allait sortir en mai 2022. Ils sont très forts pour prédire. Mais oui. L'Agence du médicament européenne a préenregistré un médicament miracle qui n'a pas encore été testé chez l'homme. Et puis d'un seul coup, le même jour, dans 10 pays différents, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Suède, en Espagne, en France, le même jour, il y a des dizaines de cas. Les gens ont peur de cette maladie, alors que là, on connaît une augmentation de 300% des cancers en France. Les cancers, et là, par contre, on n'en parle pas. En fin de compte, tous les cancers. Alors, j'ai pas les chiffres précis, j'ai pas vérifié, mais il y a une forte augmentation. On m'a dit. Beaucoup de cancérologues en Amérique du Nord, en Europe le confirment. Ils n'ont jamais vu ça. Les radiologues qui font des cancers ou des échographies ou des scanners n'ont jamais vu une telle flambée de cancer et de maladies auto-immunes aussi. Ouais. Oui, ça, les maladies auto-immunes, ouais. Ouais. Donc on pourrait dire oui, mais c'est parce que pendant les 2 ans de confinement, de tout ça, ces gens n'ont pas été soignés, ils avaient peur d'aller à l'hôpital. Je pense que ça explique aussi un peu les choses. Ça explique une partie des décès de cancer qui n'ont pas pu être soignés à temps. Mais là, cette flambée de cancer, c'est des formes très aiguës ou des rechutes qui surviennent dans les 15 jours ou le mois, ou très rapidement après l'inoculation des pseudo-vaccins. Mais est-ce que c'est vrai que les laboratoires ont fait en sorte qu'on ne référence pas les effets secondaires dans les 15 jours qui suivent les injections? Alors ça, je n'ai pas vérifié les dates exactes. Ça c'est un bruit court. C'est peut-être faux, j'en sais rien, mais le truc, c'est que... Je n'ai pas vérifié le chiffre officiel. Moi, tout ce qui est paralysie faciale, tout ça, des gens que je connais, c'est arrivé dans les 15 jours, quoi. Oui. Et les infarctus, pareil, tous ceux que j'ai vus, c'est dans les 15 jours, mais même c'est 3 jours. Et chez des gens moi j'ai vu des infarctus de 35 à 60 et quelques, mais c'est dans les 15 jours, quoi. Donc, bon, il y a quand même des questions à se poser. Mais de toute façon, ces chiffres sont tellement énormes qu'ils vont sauter aux yeux des gens bientôt. Ouais. On ne pourra pas les camoufler sous le tapis éternellement. C'est pour ça que je suis optimiste, parce que les gens qui nous enferment dans tous ces mensonges ne pourront pas continuer éternellement dans ces mensonges. Voilà. Ce n'est pas possible. Donc il faut croire à la vérité. La vérité finit toujours par l'emporter. Bien sûr. C'est un peu ce que je me dis souvent, quoi. On peut mentir un certain temps, mais pas éternellement. Et la vérité, la passion, l'amour l'emporteront sur le déni, la cupidité, le mensonge. Bref, on le sait. On s'y accroche. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Merci pour tout. Et puis, j'espère dans une prochaine vidéo, pourquoi pas dans le futur. Bonnes vacances quand même. Voilà, et puis bonne retraite. Merci. Merci.